Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Babillage Social, le podcast du social et du médico-social. Je suis Ayat Kamissi. Et je suis Sylvain Barieux. Alors Sylvain, aujourd'hui, ça déconne pas. Voilà, exactement. On a une véritable équipe de boss qui débarque au micro de Babillage. On a un petit commando qui est prêt à sortir les dossiers et à partager un petit peu leurs galères de chef de service, de directeur adjoint. Donc on a le plaisir de recevoir une directrice adjointe, deux chefs de service, Emmanuel, Stéphanie, Karim. Bonjour à tous les trois. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Bon, Emmanuel, Stéphanie, Karim, bienvenue. On est vraiment content de vous accueillir. Alors, on vous laissera le temps de vous présenter d'ici quelques minutes. Mais avant, on voulait vous faire écouter un petit truc. Allez, pour lancer ce petit babillage. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Putain, mais c'est pas possible. J'ai dit on se coordonne. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit ? Mais évidemment, personne n'écoute personne dans cette équipe. Moi, je me fais chier à récupérer les conneries des uns et des autres. Je fais des kilomètres pour sauver la soirée. On se débat, on rame, mais on y arrive. Et en 1 minute, vous avez tout foutu en l'air. Mais vous voulez que je vous dise ? Ça fait des mois, ça fait des années que vous me faites chier tous, autant que vous êtes. Toi, là, avec tes embrouilles à la con. 100 fois, je t'ai parlé. 100 fois, je t'ai demandé de donner l'exemple, bordel. Tu oses venir me parler de respect et d'honneur ? Mais il est où ton respect pour moi, Adèle ? Il est où votre respect ? Ah ça, pour venir me demander un camion, un congé, du pognon, un cousin à embaucher. Ah là, il est gentil, Max. Oh, Max, oh, il est utile, Max, là. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour moi ? Oh, quel honneur, je suis censé me faire chier, moi, avec vous, pendant toute la vie. Non, mais vous êtes dans un camp de vacances, ici. Toi, là, à bouffer comme un porc au buffet, à insulter les clients. C'est ça que t'as trouvé comme manière de me témoigner ta reconnaissance ? Tu veux que je te dise la vérité, Guy ? Il n'y a plus un mec en France qui veut travailler avec un cinglé comme toi. Et l'autre imbécile, là, qui drague la mariée. Mais ça va pas la tête. Vous êtes tous une bande de bras cassés, de losers. Il n'y a personne qui comprend que je joue ma vie, moi. À chaque soirée, je joue ma vie. Vous en avez rien à foutre de moi. Personne n'en a rien à foutre ici de moi. Les patrons, c'est des cons. C'est ça. Vous en avez marre de ma gueule ? Ah putain, mais je vais vous apprendre une super bonne nouvelle. C'est fini. Vous la verrez plus, ma gueule. Alors, Bakri, magistral, dans Le sens de la fête, Éric Toledano et Olivier Nakache. Bon, j'imagine autour de la table, ça vous parle un petit peu ? Est-ce que ça résonne surtout ce qu'il peut dire, on entend autour de la reconnaissance, autour de dire la vérité, ces 4 vérités autour des personnes. Déjà, on voit qu'il est à bout là. Le moment où le chef est à bout. Là, il craque. Mais alors moi, ce que je vous propose, c'est que vous preniez quelques secondes pour vous présenter et nous dire, si cet extrait, il fait écho un petit peu chez vous. Est-ce qu'il y a eu des petits moments de saturation à un moment donné ? Stéphanie ? Oui, alors moi, je me présente, je suis Stéphanie, je suis chef de service dans un CESAD. Donc, cet extrait-là, ouais. cet extrait, on va dire que dans un premier temps, il ne m'a pas parlé, okay. Parce que je trouvais qu'il était quand même... Il m'a donné envie de partir, là, le gars. Même si je l'avais vu, le film, auparavant, du coup. Par contre, il y a des choses qui font écho. Il y a des choses qui font écho en termes de respect, en termes de la part du chef de service, en tout cas du cadre intermédiaire, quelque chose qui va vers les autres, qui va donner de soi et vers les autres, et qui peut-être parfois attend un peu trop en retour. Et voilà. Karim, Emmanuel, ça vous parle aussi cet extrait ? Il y a eu des... Oui, ça me parle. Mais alors, je me présente d'abord. Je suis Karim Lamrissi, je suis chef de service dans un CESAD spécialisé surdité
qui assure l'accompagnement d'enfants entre 3 et 20 ans. Et donc je dirige une équipe d'une dizaine de personnes. Voilà, et c'est vrai que dans certaines situations, on peut effectivement être mené à bout. Mais bon, moi, il faut dire que ça m'arrive assez rarement. Mais lorsque ça m'arrive, donc l'équipe le comprend tout de suite, et donc tout de suite ça redescend. Donc c'est assez rare. Même si je peux comprendre que dans certaines autres situations, certaines autres professions, c'est des choses qui peuvent arriver. Ouais. Emmanuel, toi? Et du coup, oui, donc Emmanuel, directrice adjointe d'une structure médico-sociale, passée par effectivement plusieurs postes en management d'équipe directe. Donc, je n'ai pas vécu cette scène particulièrement, mais des temps où effectivement c'était complexe quand même sur la gestion d'équipe, oui. Je n'irai pas régulièrement, mais c'est vrai que le management d'équipe, c'est une compétence en tout cas qui est complexe. Et sûrement la plus complexe dans une structure, médico-sociale forcément, mais dans une structure en règle générale. Ouais. Et le petit moment où vous avez eu un manque de reconnaissance, où vous avez dit, ah quand même là... De la part des équipes du coup de terrain. Oui. Ouais. Des petits moments avec un manque de reconnaissance, ça peut être parfois... Voilà, souvent, on est quand même multitâche. On a beaucoup de choses à faire dans une journée. Il faut prioriser, s'organiser. Voilà, on essaye de rien oublier. Et on essaye de répondre à toutes les contraintes et à tout le monde au mieux qu'on puisse faire. Et moi, ça m'est arrivé par contre de voir quelqu'un arriver dans mon bureau en disant t'as pas fait ça. Ça, c'est celui qui fait plaisir. Non, il arrive à 17h. 17h30. Ouais, celle-là, elle est dure à avaler, celle-là. T'as pas fait ça alors que juste avant, t'as passé ta matinée à faire plein de trucs. Le t'as pas fait ça, ouais, il peut faire... alors évidemment, on se contient. Hein. Et puis, on peut... Alors, moi, je me suis vue essayer d'argumenter. Ça, c'est intéressant aussi comme sujet. Ouais. Est-ce qu'on doit argumenter ou pas? Ouais. Oui. De se justifier un petit peu dans son travail. Voilà. Donc, Et du coup, Stéphanie, tu penses que il faut en dire quelque chose? C'est-à-dire quand on vient te titiller un petit peu, t'as pas fait ça, t'as oublié de faire ça, est-ce que tu expliques pourquoi, ou tu donnes du contexte, ou tu dis en fait, ça ne te regarde pas parce que je suis chef et je fais ce que je veux? Ouais, non. Sans donner vraiment d'argumentation ou de rendre des comptes, en fait, c'est au moins donner le contexte. Voilà, au moins donner le contexte et parce que parfois, ça peut être une journée compliquée, mais ça peut être aussi une période compliquée. Donc, et donc, ce qui est intéressant aussi de faire, c'est de pouvoir dire je l'ai pas fait, en effet, mais j'y pense et je le reporte à temps. C'est-à-dire que, et c'est pas facile d'estimer quand on peut reporter une action ou est-ce que ça va être la priorité dès le lendemain ou pas, mais en tout cas donner des explications de contexte et de dire à quel moment on va pouvoir le faire. On préparait cette émission avec Ayat, parce qu'on prépare nos émissions. Oui, nous aussi, on travaille. Et je réfléchissais, moi, pour ma part, à ce moment, et je me rappelais une fois où ma collègue n'était pas là. Et, encore une fois. J'étais par Mont et par Vaux, et puis on avait un gamin qui avait déféqué partout dans les toilettes, c'était immonde, et en fait, j'ai pris les éponges et tout ça, puis j'ai nettoyé. Et puis après je reviens, une grosse journée, et il fallait aller chercher du traitement à la pharmacie pour une gamine, et je demande à un des éducs, et l'éduc il dit mais non, mais ça c'est pas mon taf, moi, d'aller chercher le traitement. Et là, j'avoue que c'est monté un peu rapidement dans les tours, parce que je venais de passer ma journée à pas faire mon taf et à faire plein d'autres choses, et en fait même pas me poser la question si c'est mon taf ou pas. Il y avait besoin que ce soit fait. En fait, on enchaîne les choses, quoi. Mais c'est vrai que ce moment-là, c'est un peu compliqué quand les équipes peuvent le renvoyer. Ouais. Du coup, je pose la question, est-ce qu'on a le droit de craquer devant son équipe, d'exploser comme ça? Vous me faites chier. Peut-être pas avec cette forme, mais je pense quand même qu'on est tous humains et qu'à un moment donné, c'est bien aussi de renvoyer cette image-là. C'est-à-dire qu'à tout niveau, on a
des ressentis, des émotions. Et après, il faut qu'elles soient bien sûr adaptées parce c'est notre image quand même qu'on porte. Mais je considère que oui, c'est important dans la relation d'être assez transparent et de savoir dire les choses aussi, en fait. Mais mais ça, je pense qu'Ayat, c'est un peu à côté ce que tu posais comme question, c'est-à-dire que oui, on peut être transparent dans la relation. Non, mais je veux dire, on peut être transparent dans la relation, mais il y a un moment donné où peut-être que c'est plus être transparent là, c'est dire c'est bon, on laisse un peu tomber, on sort un petit peu de cette transparence. Oui, et c'est vrai qu'à certains moments les émotions peuvent nous submerger, voilà, et donc perdre le contrôle, voilà, et donc être amené à dire des choses qu'on ne pense pas forcément, ou bien les dire un peu plus brutalement. Donc moi je pense aussi que donc on peut les équipes on les connaît, voilà, les personnalités on les connaît, voilà. Et pour peu qu'on ait travaillé longtemps, plusieurs années avec cette même équipe, je pense qu'on peut mesurer si on peut se permettre certains écarts, certains éclats ou pas. Voilà, donc moi dans mon équipe, je la connais très bien, ils me connaissent très bien aussi. Voilà, il y a certains moments, effectivement, je peux hausser le ton, hausser la voix, et donc il y a une régulation qui se fait parce que eux me connaissent, et donc du coup ils vont temporiser, ils vont dire bon ok, ça va passer, mais après on va revenir, voilà. Mais effectivement, réprimer certaines émotions, donc parfois c'est un peu compliqué, voilà. Donc, et c'est peut-être parfois aussi bien de pouvoir se lâcher un petit peu, voilà, pour pouvoir évacuer le trop-plein, pour pouvoir ensuite repartir sur un bon pied. C'est quoi, toi, Karim, qui peut justement t'amener du côté de l'émotion, là où d'habitude on serait plutôt un peu plus dans le contrôle? Alors, dans mon équipe, donc on est confronté parfois à des situations un peu compliquées de travail, en particulier en début d'année. Okay. Voilà, en début d'année, lorsqu'on doit faire les plannings, voilà, et donc on doit prendre en compte beaucoup de paramètres, voilà, ce qui implique que les professionnels sont obligés d'aller à droite à gauche dans le département. Et donc après, une fois que les emplois du temps sont à peu près élaborés, on se rend compte qu'il peut y avoir des différences de traitement entre certains professionnels par rapport à d'autres, etc. Et donc ça peut générer un sentiment d'injustice, voilà, auprès de certains professionnels qu'il faut pouvoir prendre en compte. Et donc, pendant cette période-là, il y a beaucoup d'allées et venues, voilà, on pose beaucoup de questions, oui, mais voilà, donc moi je fais tant de kilomètres, j'ai tel enfant, voilà, qui demande plus ou moins de préparation ou de travail, donc, et puis certains jeunes, que certains professionnels ont l'habitude de travailler avec certains jeunes, effectivement, passer sur un autre jeune, donc ça demande aussi l'adaptation, et pour le jeune aussi, ça demande aussi une certaine adaptation. Alors donc ce sont des moments où tout le monde te sollicite, des moments de solitude, des moments de négociation, et des moments parfois un peu de rupture. Mais bon, on arrive toujours à arriver au bout. Mais du coup, un peu comme Bakri, qu'on a entendu tout à l'heure, autour de ton équipe, dire c'est bon. Vous me saoulez, je suis aussi humain, et toi tu me demandes ci, toi tu me demandes. On peut pas y arriver. C'est ça, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je te rejoins. Il y a un truc qui est difficile, c'est d'être juste, en fait, dans le sens où tu as envie de prendre en compte un petit peu les difficultés de tout le monde, les contraintes de tout le monde. Pour autant, tu dois trouver aussi un équilibre et de veiller à ce que, il y ait un traitement un peu égal vis-à-vis de tous les professionnels. Et c'est vrai que quand on fait la question des emplois du temps, mais il y a des choses très personnelles qui se jouent dans les emplois du temps. Et là, tu dis, celui qui vient de dire, oui, moi je peux pas bosser en soirée, mais moi le mercredi j'ai mes enfants. Et donc là, c'est à chaque fois, à la fois c'est compliqué parce que tu te dis mais il y a des besoins, en fait il faut que moi je borde les emplois du temps pour que les prises en charge elles se passent comme il faut, et en même temps tu essaies de respecter la vie privée aussi des personnes et de veiller à ce qu'il y ait une qualité de vie au travail, et donc il y a une dimension humaine aussi qui vient, et ça à chaque fois je trouve que c'est vraiment compliqué, cette tension entre le cadre et l'humain. Oui, tout à fait.
Voilà, et en même temps, il faut aussi avoir la capacité de recevoir aussi les émotions des salariés. Voilà, donc savoir les recevoir et pouvoir temporiser, sachant que de toute façon, on trouvera bien une solution et que la plupart du temps, la solution vient de leur part à eux. Ils font des suggestions, des propositions qui permettent effectivement ensuite de dénouer le problème. Voilà. Et oui, parce que souvent on dit ouais, je t'écoute, j'entends tes arguments et franchement je suis d'accord avec toi, mais je suis sûr que Micheline elle va venir après, elle va me donner des super arguments et je serai d'accord avec elle aussi. Donc ouais, je sais que pour moi c'est toujours des moments un peu compliqués aussi. Hein. Et puis la peur de se mettre aussi les gens à dos en fait, de se dire on n'aime pas, personne n'aime être le mauvais objet, de se dire allez sciemment je vais aller devenir le mauvais objet parce que toi je vais te refuser tes congés ou parce que... Oui, complètement. Ouais. Je pense que ce qui est essentiel, c'est vraiment le lien de confiance aussi entre le manager et ses équipes. Sans ça, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Parce que s'il y a un lien de confiance, les gens sont quand même, je pense, en mesure d'entendre que l'équité, c'est essentiel dans une équipe, que justement, si on prend certaines décisions, ce n'est pas pour ne pas respecter la volonté des professionnels, mais que c'est pour justement équilibrer pour chacun. Mais sans lien de confiance, oui, pour moi, ça pas fonctionner. On va créer une tension. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, c'est effectivement ce lien de confiance. Dès lors que l'équipe a confiance en toi, effectivement, donc ça facilite les choses. Il y a le lien de confiance et puis, en quelque sorte, l'équité. Voilà. Donc il faut que les professionnels aient le sentiment que le chef de service va chercher l'équité. Voilà, elle ne peut pas être égale exactement pour toutes les situations. Mais dès lors qu'on a cette attention et puis dès lors que les professionnels le savent, donc ça facilite les choses. Ouais. Et du temps de disponibilité aussi pour les équipes, ça, c'est important. Qu'ils puissent savoir qu'on peut recevoir aussi toutes leurs problématiques et être à l'écoute. Moi, par rapport à la colère là, de M. Bacri, je travaille dans cette équipe depuis très très longtemps. Donc évidemment, on se connaît vraiment mutuellement très très bien. Et ils savent aussi que je rentre très rarement dans une forme de colère. Noire. Alors celle-là, mais en tout cas de colère. Par contre, quand ça dépasse un peu, il y a un code. Je dis je suis en colère. Alors je peux vous faire écouter un code qui va très très bien sur la colère. Je le réserve pour plus tard, mais je vous le mets. Un petit signe d'alerte. Le signe de la colère, je vous le fais écouter. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer bonsoir. Ouais, c'est clair. Après, tout le monde a compris. J'avoue, ce code-là, moi, je l'adore. C'est François Damiens dans Dickeneck. J'avais pas anticipé, mais voilà. Mais en fait, en tout cas, voilà, j'ai un code, puis tout le monde le sait finalement. Là, je suis en colère. Ouais. Et puis en fait, Après, il y a aussi cette confiance qui s'est déjà instaurée depuis très longtemps. Enfin voilà, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans cette structure sur ce poste-là. Donc évidemment, on se connaît vraiment tous très bien. Mais oui, c'est ça. Mais il faut pouvoir se parler, se le dire, en tout cas, dire aussi ses émotions. Ça, c'est important, parce que. Voilà. Et ton équipe, elle accepte aussi d'accueillir ta colère, de l'entendre, ou est-ce qu'ils partent du principe que comme tu es la chef de service, au final, non, en fait, tu dois quand même tenir un cadre formel, une position, voilà. Non, alors, c'est en fait, parce que... Ouais. Non, en fait, il l'accueille, non seulement il l'accueille, mais en plus, ils reviennent me voir en me disant « Ouais, on a été loin, là. » Donc oui, on va reprendre. Mais parce qu'on a des habitudes de travail. Enfin, voilà. Je me pose souvent la question de savoir si je changeais de structure, comment je me positionnerais, en fait. Parce que je pourrais évidemment pas me positionner de la même manière. Mais avec cette équipe que je connais depuis très longtemps, voilà, la parole est facile et la transparence aussi de nos émotions mutuelles aussi. Et du coup, un peu comme Bacri tout à l'heure, jusqu'où finalement le cadre il peut aller pour dire la vérité à quelqu'un, en tout cas la vérité qu'il ressent,
sans pour autant nuire à la relation? Est-ce que vous avez des garde-fous, dire bah non, ça c'est sa vie privée, je peux pas là-dessus, ou est-ce qu'à un moment donné, il faut en tant que cadre s'autoriser comme ça à dire bah écoute, regarde toi, plus personne ne veut t'embaucher parce que tu as fait n'importe quoi sur tous les mariages? Je vois des têtes qui opinent. Est-ce qu'il y a eu déjà des moments, alors on va le faire différemment, est-ce qu'il y a eu des moments où vous y attendiez pas et puis c'est sorti tout seul, vous êtes venu sur un registre un peu plus personnel pour la personne, mais pas pour nuire à la personne, mais pour dire à un moment donné ça suffit, regarde la vérité de ce que tu ce que tu montres au travail, c'est ça. Des choses qui étaient un peu... Moi j'ai vécu une expérience comme ça effectivement en EHPAD avec mon chef cuisinier qui était grincheux et puis effectivement un petit peu à part puisque du coup la cuisine était à part, il était seul chef cuisinier donc le seul de son métier en fait dans la structure. Je pense aussi extrêmement frustré mais ne le verbalisait pas. Et en fait, donc sur ces postes-là, c'était très complexe de remplacer. Et sur la période estivale, donc il fallait pouvoir remplacer. Et en fait, il m'a fait partir tous les remplaçants. Et donc moi qui étais en charge pour le coup de la gestion du personnel, et donc qui recevait les remplaçants un à un, qui me disaient mais c'est pas possible, on m'engueule tous les jours, on me parle super mal. En fait, j'ai explosé avec le chef cuisinier, je l'ai reçu et ça s'est très mal passé. Et pour le coup, je lui ai dit que là, sa personnalité, c'était pas possible, quoi. Je lui ai dit là, il va falloir changer de comportement. Il était grincheux. Et en fait, ça a vraiment clashé pendant un petit moment. Et en fait, pour finir au final par s'effondrer et dire bah voilà, j'ai aucune reconnaissance dans mon métier, personne connaît mon métier, j'ai une pression qui est ingérable. Et on a désamorcé ça, du coup, en 1 heure de temps, on a désamorcé une situation qui était là depuis un petit moment. Mais j'ai haussé le ton, quoi. Et ça m'a coûté aussi, parce que c'est pas du tout dans mon tempérament d'être aussi stricte et directive, mais là, moi, j'en pouvais plus. Moi, pour le coup, c'était un temps monstre de recherche de remplaçants, de sensibilisation à notre structure, etc. Et au final, pour rien, parce qu'en une journée, c'était... ça fonctionnait pas, en fait, avec lui. Et au final, après, son comportement a totalement changé. Ouais. Parce qu'à un moment donné, effectivement, je lui ai dit que sa personnalité, elle collait pas du tout à nos attentes, quoi. C'était vraiment moi, je lui ai dit qu'il était vraiment très désagréable, que même moi, passer à la porte de la cuisine, j'étais terrorisée, quoi. C'est-à-dire que je savais même pas comment ça allait se passer. Et au final, je pense que ça l'a surpris qu'on puisse avoir cette image-là de lui. Et au final, j'ai réussi en plus à avoir l'explication derrière du pourquoi, finalement. Donc, non, c'était... dans cette situation-là, ça a marché. C'est pas garanti que ça fonctionne avec toutes les personnalités aussi, mais dans ce cas-là, oui, ça avait bien désamorcé. Et du coup, je rebondis, Emmanuel, tu disais, c'est pas dans ma personnalité. Souvent, je sais qu'on pose la question dans le cas des entretiens pour les chefs de service et directeurs, mais c'est quoi votre style de management? Là, je trouve qu'elle est un peu compliquée comme question, parce qu'en vrai, on ne sait jamais à quelle équipe on va faire face. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous avez répondu, vous? Est-ce qu'on vous l'a déjà posé, cette question? Et si oui, est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez dit? Moi, j'avoue que si je dois parler de mon mode de management, on me l'a posé quand j'ai eu ce poste-là. Moi, j'étais beaucoup sur... C'est vrai que c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que moi, je pars du principe où je veux bien justement prendre en considération toutes les demandes, etc. Mais par contre, il faut aussi comprendre les contraintes de chaque poste à tous les niveaux. Donc, effectivement, moi, je fonctionne beaucoup au donnant-donnant. J'avais parlé aussi, effectivement, de management collaboratif. Je considère qu'on a chacun nos compétences et que même s'il y a une hiérarchie qu'on connaît forcément, on peut pas, on n'a pas les compétences de l'autre, donc c'est plutôt effectivement pour moi un travail collaboratif qu'on doit toujours faire en équipe, mais effectivement directif, non. En tout cas, je trouve que dans le c'est pourtant assez flagrant dans le médico-social, il y a beaucoup de management directif. La hiérarchie, je pense qu'elle a, elle a une importance pour beaucoup, mais je sais pas si ça fait sens dans certaines structures et si vraiment c'est efficace, quoi. Tes collègues, vous en pensez quoi? Mais moi non plus, moi jamais posé la question, voilà, donc c'est peut-être lié à mon parcours, parce que moi j'étais d'abord collègue des professionnels, voilà, j'étais enseignant, voilà, je suis enseignant de formation, on va dire, et donc j'étais, avec mes collègues, j'étais enseignant également, au même titre qu'eux, et ensuite je suis passé coordinateur.
Voilà, donc j'avais pas de rapport hiérarchique avec les collègues. Donc ça a permis effectivement d'asseoir une certaine, ma position en tant que coordinateur. Et ça n'est qu'après que je suis passé chef de service. Donc les choses se sont passées effectivement en douceur et j'ai pas eu effectivement à répondre à la question. Quel est ton style de management ? Quel est mon style ? Il s'est construit au fur et à mesure, de l'expérience que j'ai pu acquérir, en tant que manager. Voilà. Mais en tout cas, mon style, c'est vraiment manager en faisant preuve de psychologie, bien évidemment. Donc moi, je ne conçois pas diriger un service un peu plus dans la brutalité et dans Mais est-ce que moi c'est une question que je me pose, est-ce que les managers qui sont un peu plus brutaux, est-ce qu'ils se rendent compte eux-mêmes de cette brutalité ou est-ce que finalement ils passent un peu à côté parce que ça fait partie de leur personne et... S'ils se rendent compte, c'est que c'est quand même des pervers. Oui, du coup, du coup, est-ce que les managers sont des pervers ? Dans les écoles de management, on nous dit qu'il y a une hiérarchie, on nous dit qu'on dirige une équipe. Donc déjà, c'est un peu orienté. C'est-à-dire que je pense que les jeunes qui sortent d'école, on nous dit qu'il faut diriger, qu'il faut encadrer une équipe. Donc ça part du principe quand même où on impose quelque chose au niveau de l'équipe. On communique pas, on collabore pas en tout cas avec l'équipe. Donc ça, c'est vrai qu'après, c'est selon les personnalités, en fait. Il y a des personnes qui ont besoin de se rassurer en imposant un cadre, en étant directif. Et au même titre que pour certaines équipes, ou certains membres de l'équipe, en tout cas, ça peut correspondre aussi le fait d'être dirigé, d'être guidé par des directives. Moi, c'est vraiment lié à la personnalité. Alors moi, on m'a jamais posé la question parce que j'ai un peu le même parcours que Karim. C'est-à-dire que en fait, je suis devenue chef de service dans la structure dans laquelle je travaillais. Je suis éduque de formation. Par contre, cette question, elle s'est posée quand j'ai passé mon CAFERUI, c'est dans l'épreuve de management. Et c'est une question que je n'aime pas, Hayat. Bah oui. Voilà. Je comprends. En fait, c'est une question que je n'aime pas parce que déjà, j'aime pas avoir des références théoriques sur le management. Alors, il y en a, évidemment, il faut que tu en aies. Mais moi, souvent, ce que je disais, c'est que j'ai un management ajustable. Voilà. Ça veut dire que selon la situation, tu es obligé de modifier ta façon de manager. Et surtout, en fait, ce que j'ai toujours prôné, moi, en tant que chef de service, en tant que cadre intermédiaire, c'est que si ton management, il n'est pas soutenu, accompagné par ta direction, ton directeur, ta directrice, et que du coup, tu perds en légitimité, déjà, c'est mort, ton management, il est mort. Donc, en fait, il y a aussi ce travail absolument indispensable de réfléchir à quelle action mener en termes de management voilà. Après, autour si on veut parler plus d'une tendance, on va dire, moi ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est le management bienveillant. En fait, c'est cette bienveillance dans le sens du cadre. Quand tu dis, on te dit, il faut que tu encadres, il faut que tu diriges. Du coup, comment on transforme ça pour que ce soit bienveillant ? C'est-à-dire que le cadre, ça peut permettre aussi de la sécurité. Oui, tout à fait. Voilà. Être à l'écoute des autres aussi pour voir si eux ils sont en insécurité, comment on peut rapporter du cadre pour qu'ils soient en sécurité. Voilà. Oui, et puis le cadre à la fois symbolique aussi, c'est-à-dire le cadre vient aussi définir ce qui est dedans, ce qui est dehors, ce qui est acceptable, ce qui l'est pas, et donc c'est ça dont il s'agit, et c'est en proposant ce cadre-là finalement qu'on arrive en tout cas à créer une ambiance de travail, une volonté de travailler ensemble finalement. Ce que je vous propose, c'est on va écouter une musique, puis on en reparle après. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni les airs ni des gestes qui veulent dire, et je sais, si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalises. Tu seras viril, mon kid, loin de toi, c'est fini.
finesse tactique de ces femmes origines qui féminisent, droguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive, virilité abusive. Tu seras viril mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril mon kid, tu y seras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière en tous sens des fils raftères et dopés de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Virilité abusive, virilité abusive, virilité abusive, virilité abusive. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Allez, on entend ici ce kid avec cette injonction à la performance qu'il a, avec ce regard paternaliste dessus. Attention, il faut que tu sois à la hauteur, faut que tu sois fort, faut que tu sois tough. Voilà, moi, je peux pas m'empêcher aussi de faire le parallèle avec nos métiers de cadre et ces injonctions qu'on peut avoir aussi à tenir coûte que coûte, à être là, à être en armure, et puis tous les jours on y est. Et finalement, la question que je me posais, c'est est-ce que par là même, on n'est pas nous en train d'intégrer ses propres normes, de tenir, d'être à la hauteur, voilà, de performance, et qu'on devient pas, voilà, nous-mêmes nos propres gardiens en fait de ces obligations, de ces contraintes. Et si on reprend un peu ce que disait Bakri tout au début, est-ce que finalement Bakri, c'est justement pas ce moment-là où, en fait, ça tient plus. Il essaye de tenir ce rôle, voilà, de virilité, d'être là, d'être présent, de ta. Et puis, mais humainement, en vrai, humainement, ça tient plus. Il y a quelque chose qui marche plus. Et donc, ce que je me posais comme question, c'était est-ce que en tant que cadre, à un moment donné, c'est acceptable vis-à-vis de l'équipe, mais vis-à-vis aussi de sa direction, de se présenter comme un humain et dire non, moi la virilité, la performance, tenir coûte que coûte, c'est pas ce que je veux, c'est pas la vie que je veux, et c'est pas non plus le travail que je veux. Est-ce que c'est acceptable, ça? Emmanuel, une virilité managériale, c'est possible ou pas? C'est bien, c'est pas bien? Non, moi, je pense que sur n'importe quel poste, en fait, il faut rester authentique par rapport à ses valeurs. En fait, après, pour moi, on ne peut qu'être manager par rapport à ses valeurs, ou sinon, à un moment donné, en fait, ça va nous rattraper justement dans des coups durs ou des moments compliqués. On va se faire rattraper par tout ça, en fait. On l'a dit tout à l'heure. Pour moi, l'humain avant tout, donc l'émotion, de toute façon, elle ressortira. Donc la notion de performance, c'est de soi à soi. Je trouve qu'en fait, c'est pas. Moi, j'avoue que on l'a tous les jours, cette notion de performance dans tous les. Enfin, à tous les niveaux, en tout cas, on la ressent. Après, moi, je pense que c'est bien d'être
à l'aise dans son poste par rapport à ses valeurs personnelles, en fait. Sinon, il faut se questionner sur sa position de manager. Après, les performances, pour moi, ça vient de fait avec, en fait. Ça suit. Ouais. On est performant quand on est bien. Après, je pense qu'à partir du moment où on n'est pas bien sur un poste, on n'est pas performant dans tous les cas. On est censé guider une équipe et porter une équipe. Et du coup, voilà, on peut pas ne pas respecter nos valeurs, être à contre-courant de ce qu'on pense et en même temps être performant. Pour moi, c'est pas possible. Est-ce que c'est bien d'être performant après aussi? Oui, c'est un peu la question que je pose. Et puis qu'est-ce qu'on met derrière performance? Est-ce que la performance, c'est de bien accompagner les usagers? Est-ce que c'est ne pas avoir d'arrêt maladie? Est-ce que il y a plein de niveaux de performance? Est-ce que c'est répondre aux injonctions de nos autorités compétentes? Je pense que dans tous les cas, si on aime nos postes, nos structures, la performance, elle vient. Après, oui, on n'est peut-être pas là où on nous attend tout le temps. Mais oui, que ça doit pas être la performance doit pas être quelque chose de recherché, mais que ça doit venir par le bien-être qu'on a au travail nous-mêmes. Exactement. Et le sens qu'on met derrière notre travail. Oui. Après, est-ce qu'on se laisse happer par ça quand même? Eh oui. C'est effectivement un peu la question qu'on a, parce qu'on a tellement d'attentes sociétales par rapport à cette performance du cadre. Alors là, bon, on est dans le médico-social, mais j'imagine que ça peut être largement exploitable un petit peu partout. Le cadre, voilà, c'est celui qui a l'armure. Mais finalement, voilà, est-ce qu'on nous-mêmes, on vient pas à intégrer ça et finalement à se dire, il faut que je sois performant, il faut que je tienne, il faut que... Moi, je suis assez d'accord avec Emmanuel. Effectivement, on est humain, il faut rester authentique. Et puis, chercher la performance dans une équipe, ça peut être parfois dangereux parce que l'équipe peut effectivement nous mettre face à certaines de nos contradictions. Et voilà, on peut être effectivement... sujet à des contradictions, et donc il faut pouvoir aussi expliquer et dire que voilà, donc ce jour-là j'ai pas été performant, j'ai pas été à la hauteur, et puis voilà. Donc est-ce que, pardon, désolée Cam, je t'ai coupé, mais tu peux finir ta phrase. Non, mais vas-y. C'est ça vous est déjà arrivé de dire à vos équipes, en fait je sais pas, j'ai pas de solution? C'est assez souvent que je dis ça. Alors je dis je sais pas, attends, je reviendrai vers toi et je verrai, et puis on réfléchira ensemble. Mais bon, avoir effectivement réponse à tout moment, voilà, moi c'est pas mon cas, et je ne sais pas si effectivement il existe des chefs de service qui peuvent effectivement. Et je trouve ça important parce qu'on ne sait pas tout en fait. Ce que j'ai tout à l'heure quand je disais de management collaboratif, c'est que typiquement sur une équipe de soins, je suis pas soignante, donc en fait j'ai pas cette compétence-là, et je considère que de dire je ne sais pas, je vais m'adresser aux personnes qui ont cette compétence-là. En tout cas, je pense que c'est même flatteur pour la personne qui connaît du coup la réponse, et pour le salarié qui a posé la question, je trouve ça important de savoir aussi que on n'a pas les mêmes compétences, et donc du coup j'ai pas la prétention de vouloir prendre la place d'eux ou de contrôler les compétences de quelqu'un que je n'ai pas, en fait. Je pense que c'est important de savoir dire qu'on ne sait pas tout. Ouais, mais au-delà de savoir tout, est-ce qu'on peut se contenter d'avoir un accompagnement, on va dire, de qualité moyenne? De se dire, bon, ce que je propose, c'est pas le top, je le sais, mais c'est pas le pire non plus, et donc finalement, ça va. Parce que j'entends ça, c'est pas juste avoir réponse à tout. Et je me dis, il y a plusieurs entrées, c'est-à-dire qu'il y a certes les bénéficiaires. Est-ce qu'on peut se contenter de pas être performant, d'être dans une moyenne acceptable, on va dire, vis-à-vis des bénéficiaires, vis-à-vis des familles des bénéficiaires, dire vous trouverez peut-être mieux ailleurs, mais chez moi c'est pas mal. Mais aussi vis-à-vis de notre propre direction. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire oui, je sais que dans mon service, mais bon, on fait avec ce qu'on a, quoi. Ça balaye plein de sujets, en fait. Là, tu poses une colle parce qu'en fait, tu pourrais décortiquer le truc un peu plus.
Moi, je reviens un petit peu sur la question de la performance et des valeurs, parce que je suis complètement en accord avec ça. Moi, et il y a des ressentis. Alors après, quand on fait un travail sur soi, je trouve ça très intéressant de se faire accompagner quand on est cadre, intermédiaire ou cadre, ou n'importe qui d'ailleurs. Tout le monde devrait se faire accompagner. Mais en tout cas, quand on a cet indicateur qu'on n'est plus aligné dans nos valeurs, déjà, on sort de nos, du respect de nos propres valeurs, et à ce moment-là, on se demande pourquoi, et souvent on voit que c'est qu'on a voulu répondre à une exigence ou des contraintes qui nous amenaient vers de la performance. Et voilà, donc après il faut pouvoir se réaligner, on va dire, et puis trouver. Mais est-ce qu'on peut se contenter d'avoir un... Je parle pas du service minimum. Ouais. Je dis juste de dire à un moment donné, ben là, ce qu'on fait, en vrai, ça suffit. Ouais. Après, il y a des contraintes financières, des contraintes de moyens. En fait, ça dépend ce qu'on met derrière. Effectivement, c'est est-ce qu'on s'est donné les moyens d'avoir mieux, ou est-ce que c'est juste on se dit, bon, bah là, on est pas mal, ça suffit. Je pense que c'est compliqué quand même. Même pour une équipe, on voit bien que même les équipes, en fait, elles recherchent la performance. Nous, on le ressent, en tout cas dans les équipes, on voit bien que le fait de pas avoir pu accompagner correctement des jeunes, on voit bien que ça crée un malaise, parce que justement, je pense que ça va à l'encontre des valeurs et du choix du métier qu'on a fait. Et non, je pense que personne se contente de se dire, bon, on est dans la moyenne. Dans la moyenne. Je pense que, alors, sauf si, voilà, on n'a pas les moyens humains de faire mieux, on n'a pas la possibilité de faire mieux, on se dit, bah voilà, si on avait plus, on pourrait faire mieux, mais en fait, on peut toujours faire mieux. Est-ce que, est-ce que c'est notre objet de travail, de l'humain, qui nous pousse justement là-dessus? C'est peut-être plus facile de nous amener là-dessus. Est-ce que si on s'occupait de carottes, finalement, avoir l'autre carotte un peu moyenne, bon, c'est pas très grave, elles se vendront quand même. Mais le fait que ce soit des humains, est-ce que ça, justement, ça nous pousse pas sur cette pente-là? Alors, on est sur la question, en effet, de la performance chiffrée, peut-être, quantitative, et la performance qualitative. On peut les séparer, je pense. Enfin, c'est intéressant de les séparer. Si on est sur de la performance qualitative, moi, je pense que on peut travailler avec nos équipes sur du mieux, toujours du mieux. Voilà. Après, sur les performances quantitatives, vers lesquelles on nous amène aussi. De plus en plus. Ça. Hop là. C'est un message à nos autorités de tarification, s'il vous plaît. Il ne faut pas que le quantitatif vienne appauvrir le qualitatif. Voilà, c'est sûr. En tout cas, le diluer. Oui, voilà. C'est ça. Voilà. Parce qu'en effet, ça peut mettre à mal tout le monde. C'est-à-dire, autant les usagers que les professionnels, que les encadrants, que... Voilà. Là, parce que... Enfin, moi, il me semble que nos équipes, elles cherchent la performance qualitative. Voilà. Surtout dans le médico-social, on est dans l'humain, justement. Donc, on a un impact sur d'autres personnes. C'est pas, justement... On n'est pas sur des carottes, on est sur l'humain. Enfin, moi, je l'ai vraiment ressenti sur les pattes. C'est-à-dire que si je faisais mal mon travail, ou pas forcément au mieux, je pouvais arriver jusqu'à un décès. C'est-à-dire que pour le coup, la conséquence, elle était quand même assez grave. Donc, pour moi, c'est ça aussi, c'est l'impact que notre travail a sur d'autres personnes. Il y a les pros, puis il y a, en bout de chaîne, il y a quand même les personnes qu'on accompagne. Et pour le coup, on peut pas, oui. Ouais, mais ce qui peut aussi amener à justifier tous les travers, c'est-à-dire regarder les infirmières qu'on a applaudi, c'était super, etc. Bon voilà, après, c'est-à-dire qu'on est corvéable à merci sous prétexte que c'est de l'humain, il faudrait toujours plus de qualité, alors toujours plus de quantité, bon ça on nous le dit, sous prétexte que c'est des humains, et à quel moment, à un moment donné, tel un Bakri devant toute son équipe, on dit ras-le-bol. C'est compliqué, hein. En fait, c'est pareil, tout ce qu'on met derrière les mots qualitatifs, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est respecter du coup les normes qu'on nous impose, qui s'imposent à nous, oui, ou est-ce que c'est avoir des personnes qui vont bien, c'est se sentir bien sur son poste. Enfin, je pense que c'est pareil, la qualité, elle se mesure à différents niveaux, en fait. On peut toujours faire mieux, peut-être du côté du réglementaire, et après c'est plutôt sur l'accompagnement des personnes. Je pense que c'est l'essentiel, en tout cas, à mesurer quand on accompagne de l'humain.
puis nous, on a cette double contrainte. Effectivement, on travaille avec de l'humain et puis on travaille également avec des enfants. Et les enfants sont effectivement des individus en construction. Et donc, voilà, en cela, nous, on a des obligations, effectivement, d'apporter le meilleur de ce que nous, on peut apporter pour pouvoir accompagner ces enfants et les faire progresser du mieux possible. Voilà. Et c'est vrai que bon, ça a tendance à pousser certaines équipes à essayer de faire le maximum de ce qu'ils peuvent faire pour ces enfants. On va s'arrêter là. Mais bien, oui, c'était une belle conclusion, Karine. Merci beaucoup de faire le maximum. Bah oui, c'est sûr que c'est pas des métiers faciles. Donc merci à vous d'avoir partagé vos expériences. Stéphanie, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci à vous. Allez, vous n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, Instagram, etc. On est partout. Si vous aussi vous avez une histoire à nous raconter, surtout, vous venez et avec un grand plaisir, on vous accueillera. Merci à toutes et à tous. Juste un dernier truc quand même, surtout. Gardez vos valeurs. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril.